Alors là, nous sommes chez Gallimard, tout près du jardin, où se tenaient dans les années 60 encore les fameux cocktails Gallimard qui attiraient au premier beau jour le tout Paris littéraire. Ici se trouvait en train de boire et de manger des petits fours Jean-Paul Sartre, François Mauriac, Jean Paulhan, Raymond Queneau, etc. Et moi, pour le petit jeune homme qui commençait à peine à écrire que j'étais, c'était un endroit prestigieux, inaccessible. Je n'ai jamais été invité. Je n'avais encore pratiquement rien écrit. Mais c'est quand même chez Gallimard que j'ai publié les premières choses, c'est-à-dire que j'ai collaboré à la Nouvelle Revue Française, à la NRF, qui était à ce moment-là encore dirigée de loin pendant quelques mois par Jean Paulhan, mais qui était surtout dirigée par Marcel Arlan. Et alors je lui avais envoyé un article sur un film. J'ai commencé au fond à écrire sur le cinéma. C'était un prétexte, c'était une manière d'entrer dans cette prestigieuse revue, enfin qui était encore prestigieuse. Et c'était un article sur un film de Visconti, Vague Stelle dell'Orsa, qu'on avait traduit par, je ne sais plus, Sandra, je crois, oui. Et c'est un film qui m'avait assez bouleversé, et j'avais essayé d'expliquer pourquoi. Et puis apparemment, la critique avait plu. Il manquait peut-être de gens pour parler du cinéma, et je me suis retrouvé assez vite chroniqueur de cinéma. C'est-à-dire qu'un mois sur deux, je faisais une chronique de cinéma à ma guise, totalement librement, parce que Marcel Arlan, personnellement, et Jean Grosjean, poète qui l'assistait dans la direction de la revue, négligeait assez royalement le cinéma. Donc j'ai écrit très vite un article sur le cinéma underground américain qu'on venait de découvrir à Paris. Il y avait une tournée organisée par Jonas Mekas et puis Adam Sidney, qui était venu montrer donc les films les plus intéressants de Kenneth Anger, de Gregory Markopoulos, etc., Stan Brakhage, et ça avait été montré à la Cinémathèque de la rue d'Ulm. J'avais fait donc une chronique là-dessus, qui s'appelait Une nouvelle révolution cinématographique. Et alors c'est comme ça, donc en écrivant dans cette revue, la revue de Gallimard, que je me suis lancé dans cette sorte de spécialité de critique du cinéma expérimental. Mais enfin, c'était un peu un prétexte, parce qu'il s'agissait d'écrire, il s'agissait de pouvoir être publié dans cette maison illustre. Alors ensuite, j'ai proposé des manuscrits qui ont dû, autant que je me souvienne, été refusés, donc je les ai publiés ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai fait un grand tour, je suis passé par beaucoup d'éditeurs, avant de retourner en 1994, grâce à Philippe Solers, dans cette maison, et où maintenant je me sens très bien. Est-ce qu'il y a un style Gallimard ? Je ne sais pas, peut-être plus tellement maintenant, mais il y a eu, c'est sûr, un style NRF, Nouvelle Revue Française. C'était quand même, entre les deux guerres, la revue, le lieu où venaient tous les écrivains importants, autour d'André Gide, par exemple. Alors, en ce sens, je me sens dans cette lignée, oui. J'ai beaucoup lu Gide, j'ai beaucoup lu Valéry, enfin, toutes sortes d'écrivains qui étaient publiés à la NRF. Cela dit, j'ai été influencé aussi peut-être par des écrivains étrangers, par, je ne sais pas, Virginia Woolf, par Musil. Mais au fond, ils ont été, si on cherche bien, ils ont dû être publiés à un moment ou l'autre. Par exemple, pour des lettres ou pour des petits fragments, ils ont été publiés dans la NRF. Tout le monde a été publié, est publié ou sera publié dans la NRF. Donc, par cet enracinement-là, je retrouve au fond toute la littérature du monde. Cela dit, les écrivains qui m'ont donné envie d'écrire, qui ont été des... Est-ce qu'on peut dire mettre à penser, ou en tout cas mettre à écrire, c'est aussi des gens d'avant, enfin, d'avant l'existence de la NRF. C'est Flaubert, c'est en Montaigne, et plus on remonte, on peut aller jusqu'à quelques auteurs latins, par exemple Sénèque, qui est pour moi important. Vous voyez. Le style
NRF, c'est quand même une inspiration à la concision, une marche vers le récit le plus dépouillé possible, vers l'aphorisme. Et en ce sens, je n'ai pas cessé d'essayer de m'approcher de ça, de la concision, et même d'arriver jusque peut-être au silence. Je crois que peut-être le but d'un écrivain, c'est de finir par se taire, c'est d'arriver à cette espèce de sagesse qui consiste à ne plus rien dire. Et je crois que ça, c'est un peu une spécialité, à la fois une spécialité française et une spécialité de la NRF. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me sens bien dans cette maison. Cela dit, j'ai publié ailleurs. Et quand Jérôme Lindon a accepté un de mes manuscrits aux éditions de Minuit, j'étais ravi aussi. Parce que c'est une maison aussi qui a sa cohérence et qui a son prestige. Enfin, quand même, Gallimard, c'est la maison des maisons d'édition. C'est la collection blanche, c'est la Pléiade, c'est enfin toutes sortes de collections prestigieuses, même des livres de poche, le folio, tout ça. C'est quand même quelque chose qui fait rêver les apprentis écrivains. Le hasard a fait que je me suis retrouvé chez Robert Laffont. Là, j'ai fait 3 ou 4 livres, et puis il y a un manuscrit qui leur a moins plu. Alors j'ai été le proposer à la maison Gallimard, à plusieurs personnes de chez Gallimard. Finalement, c'est Philippe Solers qui l'a immédiatement pris. Et c'était donc un savoureux paradoxe que cet homme qui a quand même, avec sa revue telle qu'elle et ses amis, qui a occupé le devant de la scène littéraire dans les années 60-70 et qui vraiment était une référence, et en même temps pour moi une référence un peu négative. Il faut dire que ça m'agaçait profondément, cette espèce de théorisme de la revue telle qu'elle. Le paradoxe, c'est quand même que c'est Solers contre lequel je regimbais qui finalement m'a fait rentrer ici. Et donc les 3 livres que j'ai publiés à ce jour chez Gallimard ont été publiés dans sa collection L'Infini. Alors, au fond, j'ai publié assez vite des textes de fiction, des nouvelles, mais ce qui l'a emporté pendant, je sais pas, 10 ans, 15 ans, c'était des textes sur le cinéma, particulièrement sur le cinéma expérimental, ou sur le cinéma considéré comme un art plastique, un art non narratif. Et j'ai publié donc plusieurs livres sur le cinéma expérimental. C'est devenu une sorte de spécialité. J'essaye de m'arracher cette sorte de casserole théorique, mais ça continue à brinque-baller. Mais j'ai toujours, même en parlant de films abstraits ou en faisant de l'histoire de l'art cinématographique, j'ai toujours essayé d'attacher de l'importance à l'écriture, à la manière dont c'est écrit. J'ai jamais considéré la critique comme autre chose que de la littérature, avec peut-être à certains moments du sérieux en plus, mais si possible un peu d'humour aussi. Si ça ne m'intéresse plus, si ça m'intéresse toujours, comme disait Monterland, il faut garder une patte sur ce que l'on abandonne. Alors je garde une patte sur le cinéma expérimental, j'en vois moins. C'est vrai que c'était important, non seulement parce qu'au fond, c'est devenu presque mon métier. J'ai enseigné à l'université le cinéma, la théorie du cinéma, l'esthétique du cinéma, expérimental en particulier. Puis j'ai voyagé pour ça. Le hasard a fait que j'étais coopérant à l'Université de Montréal, donc j'ai vécu en Amérique du Nord pendant 3 ans, j'y suis retourné assez souvent. C'est comme ça que j'ai pu faire carrément une thèse sur ce cinéma expérimental. Donc ça a joué un rôle dans ma vie, un rôle de voyage, un rôle de rencontre aussi. J'ai rencontré la plupart des cinéastes nord-américains, que soit là-bas à New York, soit à San Francisco, soit à Paris, quand certains d'entre eux venaient. C'est vrai qu'on ne peut pas gommer d'un revers, d'un coup de gomme des rencontres et une sorte de passion comme celle-là. Mais pendant tout ce temps, tout de même, la volonté d'écrire et d'écrire de la fiction, d'écrire aussi, de tenir un journal aussi, ça a continué, ça a été une sorte de base continue dans ma vie. Et maintenant, la base continue, elle est devenue
un peu plus haute. Vous avez fait 2 films. Ah, j'ai fait 2 films, 2 ou 3, je ne sais plus. Enfin, des petits films expérimentaux. Effectivement, ça prenait du temps, mais c'est peu de choses en durée. Il y en a un qui fait un quart d'heure, un autre qui fait 3 ou 4 minutes. Mais l'image défile à toute allure. J'ai refilmé toutes les photos que j'ai pu retrouver de moi depuis l'état de bébé jusqu'à des photos prémonitoires de vieillard que j'ai faites en me grimant, en mettant une barbe blanche, etc. Et tout ça passe à des vitesses de plus en plus rapides. C'était encore une sorte de film structurel, comme on disait dans les années 70. Mais en même temps, on voit apparaître, à la place du visage, on voit apparaître peu à peu des têtes de mort, c'est-à-dire que c'est en même temps une vanité. J'ai jamais été pour le cinéma expérimental pur et dur, enfin personnellement, c'est-à-dire qui ne fait qu'un travail formel. J'ai toujours aimé qu'il y ait en plus des intentions comme ça, plus ou moins secrètes ou plus ou moins apparentes, et que ça soit aussi une œuvre qui parle de chacun et qui parle à chacun. Ce qui me reste de ce cinéma, c'est évidemment des souvenirs de grands moments de plaisir, vraiment de plaisir, de jouissance esthétique. Même quand le film, au début, est difficile, quand il est difficile d'entrer dans le film. Je pense à des grands films de Michael Snow, comme La Région Centrale, qui est un immense film, une immense machine. Et c'est difficile d'y entrer, mais une fois qu'on est dedans, on est absolument saisi, bouleversé, enfin entraîné. Et ça reste. Et au fond, une deuxième chose, c'est que ça. C'est une certaine éducation du regard qui fait que depuis que j'ai vu ces films, je n'ai pas regardé l'autre cinéma, enfin le cinéma le plus courant, le cinéma narratif, de la même façon. Je suis attentif forcément à des choses qui relèvent peut-être de la forme, même des agencements de couleurs, enfin des réalités plastiques. Il y a quand même des œuvres, même si je ne les vois que de temps en temps, si je reste plusieurs années sans les voir, mais qui, à chaque fois que je les vois, me reprennent, me ressaisissent, m'enthousiasment. Je pense à L'homme à la caméra de Dziga Vertov, ça c'est une mine inépuisable de plaisir esthétique et de réflexion sur le cinéma. Je pense à des œuvres particulières, Jonas Mekas, son journal, j'aime beaucoup l'idée de journal, et donc aussi chez d'autres, Howard Gutenplan, Joseph Morder en France. Et puis j'aime beaucoup aussi l'œuvre de Théo Hernandez, par exemple. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui malheureusement est mort. Mais au fond, il y avait aussi le plaisir, parce que j'écrivais sur ce cinéma, je faisais un travail de critique, j'ai publié dans des revues. Et il y avait aussi le plaisir de faire découvrir, et si possible de faire aimer des gens qui, sinon dont l'œuvre autrement serait restée un peu occultée, enfin, et même ignorée. Alors tout ça, c'est des choses qui restent et qui ne s'effaceront pas. Oui, il n'y a pas de solution de continuité entre la critique, pas seulement cinématographique d'ailleurs, littéraire, et la littérature. C'est que même quand je faisais des articles sur des cinéastes, je faisais quelquefois, je mettais ça en scène, où je présentais ça comme une fable ou bien comme un dialogue entre plusieurs personnages. Je me rappelle avoir fait un article sur La maman et la putain de Jean Eustache. Vous voyez, je ne parlais pas de films expérimentaux. La maman et la putain, qui me paraissait vraiment un film absolument extraordinaire, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et donc j'avais présenté ça comme un dialogue entre la maman, la putain et un petit lapin. Donc il y avait effectivement un peu de facétie, un peu de mise en forme littéraire de ce que je pouvais faire. Ça n'allait pas tout à fait dans le sens de ce qu'on écrivait à l'époque, parce que l'époque était assez théoricienne, et il y avait des articles assez arides, des livres entiers sur la théorie du cinéma. Et ça, j'avoue que moi, je prenais plutôt le chemin des écoliers pour parler du cinéma. C'est comme ça que je me suis retrouvé, au fond, dans la littérature. Je n'ai jamais quitté vraiment la littérature. Et
il y a aussi le fait que j'ai enseigné à l'université et je suis passé aussi à la création littéraire par aussi le discours savant, le discours universitaire. Je suis passé par le pastiche, par la parodie. Par exemple, il y a eu cette grande époque de la sémiologie, au moment de Roland Barthes, de l'École pratique des hautes études, de Christian Metz. Et ça m'avait inspiré l'idée d'appliquer la sémiologie de façon un peu facétieuse, c'est-à-dire de l'appliquer à un objet quelconque, à un parapluie par exemple. Et donc j'ai fait une sémiologie du parapluie. Je suis entré donc dans la création littéraire par une mise en question un petit peu, pas ricanante, mais enfin un peu humoristique du sérieux universitaire. Et il m'est arrivé de faire des livres très sérieux, apparemment très sérieux, avec vraiment qui m'ont demandé du mal, qui demandent des recherches, et non seulement dans les bibliothèques, mais vraiment un travail comme un travail de thèse, mais sur un objet un peu piégé. Par exemple, Lénine Dada. Tout est vrai dans ce livre et tout est faux, en fait. Tout est vrai, c'est-à-dire que tous les documents sont absolument authentiques, mais l'interprétation que j'en fais ou que j'insinue relève d'un joyeux délire. Vous me direz qu'il y a des thèses très sérieuses dans l'université qui sont encore plus délirantes, mais voilà, moi je l'ai fait sans y croire. Alors les premiers livres littéraires, je vais vous faire un aveu, c'est même un scoop. J'ai publié le premier sous un pseudonyme, ça personne ne le sait en principe. J'ai publié un premier livre qui était un peu dans l'esprit de mai 68, enfin très, très libertaire, très anarchiste, facétieux j'espère, enfin, et qui avait un côté manifeste de jeunes gens qui font non seulement des farces, mais enfin de dandy. Il y avait un côté dandy. Alors j'avais signé Collectif Givre. On faisait beaucoup de collectifs à l'époque. Et ça avait été publié chez un éditeur qui a fait faillite aussitôt après. C'était Jean Edernalier, qui à ce moment-là était très ouvert aux jeunes écrivains inconnus. Donc j'ai publié un premier livre comme ça. Ensuite, j'ai publié chez Robert Laffont dans la collection de Michel-Claude Jallard, qui était une collection un peu de recherche et qui était c'était un peu plus, me semble-t-il, d'une plus haute tenue littéraire que le reste de la production de la maison. Et c'est comme ça que j'ai écrit M&R, qui est un roman que j'ai mis beaucoup de temps à faire, qui est un roman d'amour musical. C'est-à-dire que j'ai essayé d'une histoire d'amour, de ne garder que la quintessence et de l'organiser comme un concerto ou une symphonie en 4 mouvements, chacun correspondant à une partie, à une phase de l'amour et aussi à une saison, enfin vous voyez. Et puis avec un travail formel sur l'emploi des temps, l'emploi de l'indicatif ou du conditionnel. C'était un mardi, et ça aurait été dans la rue, donc il y avait un mélange. Le statut de ce qui était raconté était indécis, c'était tantôt réel, tantôt imaginaire. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était un peu peut-être un écho du nouveau roman. Et ensuite, j'ai publié des textes un peu qui allaient un peu dans tous les sens, mais enfin déjà aussi dans le sens de l'humour noir, dans un livre qui s'appelle Ouverture des veines et autres distractions, où je raconte toutes sortes de façons de mourir. Enfin, c'est un livre à la fois joyeux et un peu sombre. Oui, tout cela a été concomitant. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas une période où je n'écris que sur le cinéma et puis une période où j'écris de la littérature. Ça a toujours plus ou moins coexisté. Il y a même donc une influence de l'un sur l'autre. Donc quand je faisais de la critique de façon un peu littéraire, en variant les formes, en donnant tantôt des allures de manifeste, tantôt des allures de dialogue théâtral à des critiques. Et puis inversement, il m'est arrivé d'utiliser
le cinéma comme élément de fiction, par exemple, dans Les Derniers Jours du Monde ou dans Amour Noir, le personnage, le narrateur est cinéaste, enfin essaye d'être cinéaste. Et puis, le fait d'enseigner le cinéma ou de continuer à avoir une activité critique et donc d'aller dans des festivals, par exemple le festival d'hier, qui était important, où on voyait en France beaucoup de films expérimentaux, ou bien le dernier festival de Knock le Zout, alors là, entièrement consacré au cinéma expérimental. Toutes ces rencontres font que, quelquefois, que je retrouve la littérature. Par exemple, hier, j'ai rencontré Marguerite Duras, je me suis retrouvé, c'était un grand honneur, dans un jury, comme ça, avec elle, et avec le cinéaste japonais qui est mort maintenant, Shuji Terayama. Et Duras, c'était aussi une femme qui était à la fois écrivain et cinéaste. Et en elle, ces deux pratiques, ces deux passions se recouvraient, se croisaient. Et donc, dans mes relations, je gardais quelquefois cette imbrication entre le cinéma et la littérature.